Bonjour, dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter en quelques étapes mon organisation pour préparer mes formations. Pourquoi je l'intègre aussi dans cette capsule devenir formateur indépendant? Parce que pour moi, c'est très important. En tant que formateur indépendant, on a une double casquette. On a le côté formateur. Souvent, on est passionné. Alors, je vais parler pour moi, mais je vois aussi beaucoup de personnes que j'accompagne, passionnées par le sujet et aussi par la pédagogie, avec envie de faire des formations de qualité. Et dans cette envie de faire des formations de qualité, on pourrait passer énormément de temps à préparer, repréparer, réinnover dans les formations, et c'est nécessaire pour faire de la qualité. Mais on a aussi notre casquette, celle d'entrepreneur, et l'entrepreneur, il se doit d'être rentable également pour être sûr de pouvoir continuer tout simplement son activité. Donc c'est pas une question d'appât du gain, mais si vous n'êtes pas rentable sur le long terme, vous arrêterez votre activité. Et donc finalement, vous arrêterez une activité qui vous plaît, pour laquelle vous êtes passionné et peut-être justement pour lequel vous êtes très bon, puisque vous investissez du temps dans votre préparation pour faire du travail de qualité. Donc pour moi, il y a un équilibre à trouver qui est très important, qui ne va pas être le même au tout début de son activité et après plusieurs années d'expérience. Et donc on va essayer d'équilibrer, de gérer, de faire attention et de se donner des limites dans sa préparation de formation. Et pour cela, donc, j'ai une autre vidéo sur l'organisation en tant que formateur indépendant, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter à la fois une petite synthèse de la méthode pédagogique de conception pour voir à quel moment on fait quoi et pour se limiter en temps pour faire que cette préparation de formation soit plus efficace. Donc, dans la préparation pédagogique, en premier, je vais définir les objectifs pédagogiques. Alors, ces objectifs, parfois, je n'ai pas besoin de les formuler. Ils ont été formulés dans un syllabus ou dans une fiche de formation. Parfois, je vais avoir quelques données, mais qui ne sont pas vraiment un objectif pédagogique. Je vais avoir eu un entretien avec le client et à partir de ça, donc, je vais formuler ou reformuler des objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques, c'est vraiment en fonction du public et d'un délai, je formule des objectifs pédagogiques qui doivent être atteignables. Pour moi, la méthode SMART de définition d'objectifs, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, a été créée pour des objectifs de projet. Mais c'est important de garder en tête qu'un objectif pédagogique doit être réaliste. Et ça, vous allez voir que ça va vous permettre aussi de travailler à votre efficacité. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'envisager des objectifs trop importants par rapport à la durée de votre formation. Et si vous préparez toujours plus que ce qui est atteignable, déjà le contrat n'est pas rempli. Vous avez dit à votre client que vous atteindrez tel objectif avec les stagiaires et le contrat n'est pas rempli. Donc il peut y avoir une perte de satisfaction. On a fait quelque part croire qu'on pouvait atteindre ça. On est souvent très encouragé par notre client qui veut atteindre plus d'objectifs dans le même temps. Mais on va donc non seulement être en échec quelque part sur l'atteinte des objectifs, et en plus on aura pris plus de temps pour préparer quelque chose qui ne nous sert pas. Alors bien sûr, il y a un ajustement, il vaut mieux préparer un petit peu plus que se retrouver sans rien. C'est vrai que je comprends pas trop qu'on puisse finir une formation 1 heure avant, mais parce que c'est un temps aussi de contrat qui a été vendu. Mais par contre, il faut s'ajuster, et en tout cas, au fur et à mesure de votre expérience, être le plus ajusté possible. À partir des objectifs pédagogiques, donc là, je n'ai pas fait de recherche. À la limite, je suis allée demander le syllabus, j'ai eu un entretien avec un client, j'ai demandé une fiche de formation, où
si je crée totalement ma formation, j'ai fait une recherche sur ces éléments-là. Quels sont les types d'objectifs généralement posés pour ce type de formation. Mais dans ce cas-là, c'est très rapide. C'est une recherche qui va vous prendre peut-être 15 minutes sur Internet. Donc je définis mes objectifs et ensuite je construis mon scénario. Donc je vais structurer d'abord en premier jet, c'est-à-dire que je vais inclure tous les invariants du scénario pédagogique, qui a un accueil, ça prend un certain temps, qui a des temps de pause, qui a toujours un petit temps de clôture, des temps de synthèse, un temps de bilan à la fin de la formation. Ça me permet de voir quel est le temps qui me reste concrètement sur chaque journée. Et donc là, je vais essayer de positionner ma progression pédagogique. Donc moi, je travaille essentiellement avec une progression en 3 étapes par objectif intermédiaire. C'est un premier jet. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'est-ce que j'ai comme travail à faire. J'ai positionné mes jeux. Est-ce que les jeux sont créés ou il faut que je crée d'autres supports? Et j'ai généralement des temps d'apport, de diaporamas à créer. Est-ce que j'ai déjà ces diaporamas? Donc je peux aller regarder ce que j'ai déjà dans mes ressources, qu'il faut que je modifie, que j'adapte ou qui conviennent parfaitement. Là aussi, je travaille avec une méthode de granularisation, c'est-à-dire de faire des diaporamas courts, centrés sur un objectif précis, qui me permet de les réutiliser plus facilement. Et si j'ai besoin de créer de nouveaux supports, d'aller faire des recherches, je les fais à ce moment-là. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais savoir précisément ce sujet, j'ai tant de temps pour l'aborder et j'ai tel objectif. Donc si par exemple j'ai 30 minutes pour aborder un sujet sur un diaporama, 30 minutes, c'est au maximum 10 diapositives. Et donc, je vois bien que ça sert à rien que d'aller lire 50 livres pour créer ces 10 diapositives. Donc, d'abord, je regarde les contenus que j'ai déjà créés. Je vais chercher potentiellement des nouvelles activités pédagogiques et je vais faire des recherches bibliographiques pour construire mes supports. Mais je le fais avec en tête le niveau attendu. Ensuite, je réalise mes supports. Là, je peux le faire aussi en 2 temps. Je sais que j'ai 30 minutes, je crée mon modèle de diaporama, je crée mes 10 pages, je commence ma structure et ensuite, je vais dans le contenu. Ça va avoir 2 intérêts, c'est-à-dire que je ne vais pas faire trop de recherches, donc efficacité, et en même temps ça va me permettre de ne pas surcharger des diaporamas, donc mes diapositives qu'elles ne soient pas trop chargées, mais aussi de ne pas faire des diaporamas trop longs parce que ça serait très lourd en formation et justement j'essaierai d'aller vite pour passer tout le contenu et là on a l'impression de c'est la formation descendante où on essaye de faire passer son contenu, il y a pas d'autre mot, et il ne restera rien ou extrêmement peu de choses. Donc c'est là où c'est important. C'est-à-dire que je dois faire des choix quand je crée mes supports. Je fais des choix en pensant à mes objectifs et à mon public. Je peux pas dire, j'en fais passer, ils retiendront ce qu'ils retiendront. C'est à vous, en tant que formateur, d'identifier ce qui est essentiel de faire passer, de faire comprendre et du coup de faire travailler. Une fois que j'ai créé mes supports, je les mets directement en ligne, comme ça ils seront prêts pour les apprenants. Je trouve que c'est quand même important à notre époque, on a plein de moyens possibles pour mettre à disposition les supports de formation. Et je vous déconseille plutôt l'envoi par mail parce que on a des supports qui peuvent être lourds, des boîtes qui sont surchargées. Si vous commencez à faire une erreur dans le mail, vous allez avoir des retours. Si vous envoyez par un WeTransfer ou autre et que les stagiaires l'ont pas téléchargé au bout d'une semaine, ils vont vous réécrire
Et là encore, c'est trouver la manière de mettre les supports en ligne qui vous fassent gagner du temps. Apportez la qualité, vous mettez à disposition les supports, mais trouvez une solution qui vous permette de gagner du temps. Et parfois, voilà, on peut avoir soit sa plateforme de formation, soit un site internet, soit un digipad qui me permettent d'avoir un digipad par formation une fois qu'ils sont en ligne. Après, ensuite, il suffit que je redonne le bon lien à mes stagiaires. Donc, je n'ai à le faire qu'une fois. Ensuite, je vais préparer mes jeux ou mes supports matériels. C'est là où je vais réaliser mes impressions, ma plastification, mon découpage. Je sais que l'essentiel de ma formation est prête. C'est un moment un petit peu plus manuel qui peut prendre du temps, mais peut-être que je peux faire à des moments où j'ai moins d'énergie parce que ça me demande moins de concentration. Et puis je prépare ma valise ou mon sac et ça c'est je suis mon scénario. Dans mon scénario, j'ai une colonne matériel et je vérifie que j'ai tout le matériel adéquat pour cette formation. Ça évite les petits moments de stress le matin de la formation où on a oublié les bons outils. À mon arrivée, j'installe mon matériel informatique, pédagogique, c'est-à-dire que je mets la salle en place si elle ne l'est pas. J'allume mon ordinateur, j'ouvre mes documents, je teste le vidéoprojecteur, j'installe les cartes si nécessaire et j'essaye de me poser, je me pose. Même si des apprenants sont arrivés, j'installe ma chaise, je peux les accueillir, mais j'essaye d'avoir ce petit temps de centrage qui me permet d'être présente. Et là, c'est un peu, voilà, une synthèse pour à la fois avoir de la qualité de formation pour vos apprenants, des formations aussi qui se réinventent pour vous, pour que ce soit plus agréable, mais un équilibre entre le formateur et l'entrepreneur pour rester formateur longtemps, avec plaisir.